vous propose maintenant en fait de remonter progressivement la chaîne et pour cela je vais vous passer la parole. Amandine Le Breton, bonjour. Vous êtes directrice du Pacte du pouvoir de vivre. Là aussi je dis un mot du Pacte du pouvoir de vivre. C'est un collectif représentant la société civile organisée. Cet adjectif a son importance, c'est-à-dire que vous rassemblez des organisations, 63 exactement si je ne me trompe pas, qui ont des statuts, des domaines d'action variés, en gros qui représentent la diversité de l'ESS. Et votre ambition, c'est de créer un espace pérenne de réflexion, un espace pérenne d'action pour la société civile organisée, avec l'objectif en fait de peser collectivement dans la conception des politiques publiques. Et c'est là que j'aimerais que vous nous disiez comment vous arrivez à proposer des solutions aux décideurs politiques. Est-ce que vous arrivez finalement est-ce que vous avez l'ambition de reproduire, est-ce que c'est possible de reproduire à grande échelle ce que vous avez créé avec le pacte du pouvoir de vivre pour bien co-construire les politiques publiques de demain ? Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui ici. Alors je voudrais d'abord revenir rapidement sur quelques éléments de constat qui ont été présentés tout à l'heure sur l'état de la démocratie. C'est un constat qu'on partage avec les 63 organisations du Pacte du pouvoir de vivre, qui sont des associations, des fondations, des syndicats et des mutuelles, donc en effet une partie de l'ESS. On parle de réparer la démocratie, ça veut dire que en négatif, nous on parle de crise démocratique et on admet l'usage de ce mot. Et cette crise de la démocratie, elle ne date pas du soir de la dissolution, elle ne date pas non plus de la mobilisation contre la réforme des retraites, elle est plus ancienne. Évidemment, il y a différentes causes à cette crise démocratique, mais il y a une cause dont on parle beaucoup, nous, la société civile organisée, c'est une forme de verticalité du pouvoir. Le fait que, depuis un certain nombre d'années, la co-construction, le dialogue, les espaces de concertation pérennes, et j'y reviendrai tout à l'heure, se sont détériorés. On donne de moins en moins la place justement à cette société civile organisée pour co-construire les politiques publiques. Parfois, on a pu dire qu'elle n'était plus légitime, que sa parole n'était plus aussi importante peut-être que par le passé, où ces espaces existaient davantage, alors même qu'on a besoin évidemment de nourrir les politiques publiques de toutes les énergies, de toutes les innovations. Et ça a parfois même conduit cette crise à opposer les légitimités, à opposer les enjeux et les démocraties, comme la démocratie représentative, la démocratie sociale et la démocratie participative. Alors pourtant, on a plus que jamais besoin de co-construire les politiques publiques. Vous en avez parlé les uns et les autres tout à l'heure. Alors pourquoi ? Parce que, et c'est là l'essence même de la création du Pacte du pouvoir de vivre il y a 5 ans, parce qu'on a le devoir, tous collectivement, de devoir concilier des enjeux. Ça paraît assez évident aujourd'hui, mais peut-être que ça ne l'était pas il y a quelques années, notamment avant la crise des Gilets jaunes, qui a été un détonateur alors dans la société, mais y compris parmi les organisations de la société civile. Il faut évidemment, et ça vous paraît une évidence à vous qui êtes ici, concilier la transition écologique, la justice sociale, repenser l'économie dans un monde en mutation profonde. Évidemment, ça c'est un défi complexe. Alors c'est absolument nécessaire, c'est absolument urgent, mais c'est aussi absolument complexe. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment penser qu'une entité, une personne, une partie prenante a la solution, si tant est qu'il y ait une solution, ce que je ne crois pas évidemment. À l'inverse, est-ce que ce n'est pas un luxe de se passer des corps intermédiaires, de cette société civile organisée qui a énormément d'expertise, d'expérience, de savoir-faire, qui porte un regard sur la société qui est extrêmement différent de celui que peuvent apporter des instituts, évidemment, qui font des analyses sur des données chiffrées, l'INSEE, etc. Ce n'est pas la même chose de lire un rapport de l'INSEE sur l'extrême pauvreté ou d'entendre ATD Quart Monde parler de l'extrême pauvreté à partir des personnes avec lesquelles ils travaillent au quotidien et qui vivent, par exemple, du RSA. Et je vais même aller un petit peu plus loin. C'est que pour nous, retrouver une co-construction des politiques publiques, c'est l'une des conditions de réussite des transitions écologiques et sociales. Autrement dit, revitaliser la démocratie, c'est une condition de réussite des transitions qu'on doit mener tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les citoyens ne s'y trompent pas. On avait fait un sondage avec le Pacte du pouvoir de vivre l'année dernière, on va dire, en avril, donc à peu près au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, en se posant la question de
de ce que ça allait susciter sur l'engagement ou pas des citoyens et comment ils percevaient ce moment particulièrement important dans notre vie commune. Et donc, à l'occasion de ce sondage qu'on avait fait avec Ipsos, 83% des citoyens disaient que la crise démocratique risquait d'empêcher la transition écologique et sociale. Donc, cette perception que la démocratie n'est pas seulement un sujet à part entière, mais intimement lié à notre capacité à faire, elle est partagée par 83% des citoyens. Et c'est le point de vue de nos organisations. Alors, je reviens sur la nécessité de co-construire les politiques publiques. Je vais prendre un exemple, alors je pourrais en prendre d'autres, mais je vais prendre un exemple sur les questions écologiques. Alors, on a tous et toutes ici en tête l'objectif de neutralité carbone à 2050. Alors, on l'a en tête parce qu'on le lit dans chacun de nos rapports, de nos travaux, de nos stratégies, etc. Alors, c'est un objectif essentiel, et je ne vais absolument pas dire ici qu'il ne faut pas d'objectif et de point d'arrivée pour qu'on se mette en mouvement chacun. Sauf que c'est justement un point d'arrivée. Et en donnant ce type d'objectif, encore une fois essentiel, on ne dit rien du chemin qu'il faut pour y arriver. On ne dit rien de qui est mobilisé, à quel moment, du rythme des transitions, de ce que ça implique dans les territoires pour les personnes. On ne dit rien des étapes par lesquelles on doit passer. Et en fait, c'est ce chemin qu'on doit co-construire et qu'on doit raconter et qui nécessite la co-construction qu'on appelle de nos voeux. Et donc, si on applique ce raisonnement à un sujet que vous avez peut-être tous en tête, par exemple le secteur automobile, puisque vous savez qu'on doit sortir, il y a une fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Bon, ça, c'est un objectif qui a été débattu, discuté au niveau européen, qui est extrêmement structurant pour la société en son ensemble, évidemment pour le secteur économique. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut décliner l'ensemble de cette stratégie, c'est penser les évolutions technologiques des secteurs, mais aussi les investissements régionaux, nationaux, le déploiement des alternatives pour les usagers, les changements en termes de travail, de conditions de travail, de métiers, des équilibres territoriaux. Et ça, donc on peut appliquer cette logique sur absolument tous les domaines, tous les secteurs des transitions et tous les territoires. C'est un exemple évidemment comme un autre. Et c'est justement pour illustrer ça qu'on a besoin d'organiser des politiques publiques et de prendre la vision et l'expertise des parties prenantes qui ont, on va dire, un point d'entrée et une vue sur le sujet. On n'est pas tous experts de la même manière selon qu'on est un élu, une personne de la société civile organisée, un responsable d'entreprise, un salarié d'entreprise. Et c'est ces différents points de vue et ces facettes dont il faut tenir compte pour construire des politiques publiques qui soient non seulement partagées, mais pour lesquelles on doit aussi mobiliser. Vous parlez d'optimisme. Voilà, moi le mot acceptabilité, il me touche parce qu'en fait l'acceptabilité, il y a un côté descendant. Non, on doit mobiliser sur ces transitions. Alors, dans ce chantier politique comme pour les autres, la société civile organisée, l'ESS, ont un rôle clé par leur expertise, leur expérience, je l'ai dit, et notamment parce que c'est notre ADN. C'est notre ADN en tant que société civile organisée, association, fondation, mutuelle, syndicat, de composer, de discuter, de travailler, de trouver des voies de passage avec des élus, des territoires, des entreprises, etc. C'est notre ADN d'être dans la co-construction et la proposition, d'où aussi cette tonalité toujours, on va dire, exigeante, mais aussi constructive. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a créé le Pacte du pouvoir de vivre il y a 5 ans maintenant, avec des sensibilités différentes, des statuts différents. Notre ambition, c'est de porter un même projet de société, d'identifier là où on peut avoir des points de désaccord, puisqu'évidemment, il y en a, et ça, c'est la vie. Mais l'idée, c'est de trouver ces voies de passage communes. Alors, le CESE a récemment publié son rapport sur l'état de la France, et son enquête nous dit que 76% des sondés pensent que les politiques sont déconnectés des réalités des citoyens. Donc il y a 3 quarts des hommes et des femmes de ce pays qui disent ne pas se reconnaître dans les hommes et les femmes politiques qu'ils élisent. Alors, moi, je trouve que c'est un chiffre dramatique. Et donc, ça veut dire qu'il faut reconnecter. Et c'est en ça que la société civile organisée est essentielle. C'est un trait d'union entre les vies, les réalités, les préoccupations des personnes dont elles s'occupent chaque jour, et le monde politique, et les décideurs, et celles et ceux qui construisent les politiques publiques. Et ce rôle de trait d'union, il est essentiel. Il est essentiel parce que on construit du contenu, mais parce qu'aussi on est dans un moment où tout nous divise. Donc jouons ensemble ce rôle de trait d'union pour faire valoir aussi les lunettes qu'on porte, la manière dont on perçoit la société et ses enjeux.
Alors pour finir, la question qui m'était posée, c'est comment on construit les politiques publiques et est-ce qu'on peut s'inspirer de la manière dont on fonctionne au pacte du pouvoir de vivre pour faire autrement. Alors, j'ai peut-être 4 ingrédients sur lesquels nous, on s'appuie depuis maintenant 5 ans pour co-construire ensemble un projet de société, admettre nos différences, mais aussi se projeter toujours dans la solution, dans les solutions. Le premier point, c'est la question du temps long. Les coups de com' politiques perpétuels sont délétères, mais pour tout le monde, mais pour ce dont on parle aujourd'hui. Les consultations, les annonces surprises, les consultations éclairs sur un certain nombre de sujets, ça c'est antinomique avec la manière même de prendre le pouls et de construire des politiques publiques. Et ça va avec mon deuxième point, le deuxième ingrédient, qui est la question du travail. En fait, ce qu'on a devant nous est tellement complexe qu'il faut accepter de se retrousser les manches. Il faut accepter d'être mis dans ces contradictions parfois, de comprendre les contraintes des autres. Donc nous, c'est au sein du pacte du pouvoir de vivre entre les organisations, mais évidemment, ça s'applique à l'ensemble de la société, et de travailler et d'identifier là où on a des marges de manœuvre collectives. Le troisième ingrédient, c'est de créer des espaces qui permettent de construire la confiance. Les CNR, le Conseil national de la refondation et donc toutes les réunions qu'il y avait auraient pu être des bons espaces pour rassembler tous les acteurs de la société, identifier là où on avait des nœuds, des points de tension, par exemple entre social et écologie, évidemment il y a plein de nœuds à démêler, mais ça aurait pu être des bons espaces. Malheureusement, c'est une occasion manquée. Pourtant, on a besoin d'espace où on construit la confiance. Et je pense qu'au sein du pacte du pouvoir de vivre, c'est ça qu'on a réussi à construire. Un espace où on se connaît suffisamment, on progresse suffisamment ensemble pour s'engager aussi dans un projet de société qui parfois dépasse les missions sociales de chacune de nos organisations bout à bout. Et cette notion de confiance, c'est l'une des institutions invisibles définies par Pierre-Rosan Vallon, qui me semble vraiment essentielle en fait, dans la démocratie de demain. Et le quatrième point, et je terminerai là-dessus, c'est d'accepter le compromis. Alors évidemment, compromis, compromission, donc je ne parle pas de compromission, je parle de compromis, de sortir de son couloir de nage, d'accepter de comprendre les contraintes et là où sont les marges de manœuvre, et rentrer dans le concret des temporalités. Donc on a créé un espace collectif où on porte un projet de société ensemble pour s'adresser au monde politique et quelque part accepter ce mot politique. Quand on s'investit dans un collectif et qu'on porte un projet de société, on endosse ce mot de politique. Mais on est un partisan. C'est-à-dire que nos travaux, notre travail, notre expertise, il est à disposition de tous, et en particulier, évidemment, de vous, Madame la Ministre. Et donc, on peut être des forces d'opposition, mais aussi on a des forces de proposition. Et donc, voilà, nous, on attend et on souhaite que cette énergie, cette innovation, toutes ces initiatives qu'on porte soient une force d'entraînement, et qu'elle puisse être utile et utilisée aussi pour construire les politiques publiques. Merci beaucoup, Amandine Le Breton.